Bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, un sujet une fois de plus incontournable qui est celui de la banque. Que vous soyez aux États-Unis ou dans un autre pays, la banque c'est tout de même une institution à côté de laquelle on ne peut pas passer à côté. Alors c'est parti, on rentre doucement dans le sujet, mais sûrement. La banque aux États-Unis, potentiellement, vous pouvez avoir, majoritairement je dirais, deux types de comptes. Le compte courant à gauche et le compte économie à droite, soit le checking account ou le saving account. Je viens de vous le dire, le checking account, c'est un compte chèque ou un compte courant. Il est identifié par un numéro de compte et un numéro de routage, account number et routing number. Okay. Parfois, le routing number est différent de si vous voulez émettre un virement ou recevoir un virement. Je m'explique. Les coordonnées si vous devez communiquer à l'un de vos amis pour qu'il vous effectue un virement, votre numéro de compte, il ne changera pas. Par contre, le numéro de routage pour recevoir le virement sera différent de celui que vous communiquerez à une institution financière si vous voulez effectuer un paiement. Donc faire attention à cela, ça dépend des institutions bancaires. Votre debit card, la carte de débit, c'est une carte bleue traditionnelle avec débit instantané, est liée à ce compte. Lors d'un paiement en magasin, on peut vous demander si vous voulez du cashback. J'en ai parlé dans la vidéo avec le vocabulaire. Lorsque vous êtes en caisse, si par exemple vous dépensez 100 $, le caissier ou la caissière vous demande si vous souhaitez du cashback et que vous lui dites oui, je veux bien 20 $, il va vous facturer non plus 100 $, mais 100 plus 20, soit 120, et vous fournir les 20 $ en liquide. C'est un service rendu à ses clients. Le saving account, c'est le compte économie. Il est lui aussi identifié par un numéro de compte et un numéro de routing, un numéro de routage. Lorsque celui-ci atteint certains paliers, que nous allons voir juste après, il vous donne droit à des avantages, comme par exemple la suppression de certains frais de virement, l'éventuelle tolérance en cas d'un découvert, une tolérance ponctuelle, parce que le découvert n'existe pas aux États-Unis. Donc si à un moment donné vous passez en dessous de la barre des zéros et qu'il laisse l'opération passer, à chaque opération qui passe en dessous de zéro, c'est en moyenne, j'ai envie de vous dire, 35 $ de pénalité, et vous avez intérêt à très très rapidement, au-delà de ça, remettre les choses au propre parce que le découvert n'existe pas, n'est pas toléré. Un taux préférentiel lors d'un prêt, l'accès à un programme plus facile pour une carte de crédit, nous verrons que ce que sont les credit cards, les cartes de crédit, juste après cette présentation-là, et également un programme de cash reward sur votre carte, lié à votre carte de crédit. Qu'est-ce que le cash reward? Le cash reward, qui n'est pas à confondre avec le cashback comme je l'indiquais précédemment, le cash reward, c'est vous dépensez de l'argent avec votre carte de crédit et vous récupérez une partie de cet argent, on va dire en fin de mois. Exemple, vous faites vos courses avec votre carte de crédit, 1% de ce que vous aurez, c'est souvent de cet ordre-là, 1% de ce que vous aurez dépensé vous sera recrédité en cash reward, donc en cash que vous pourrez débloquer à la fin du mois. Dans le cadre de l'essence, c'est souvent 3%. Mais maintenant, ça dépend aussi de la carte de crédit et des avantages qui sont liés avec. Vous avez des cartes de crédit qui permettent d'avoir jusqu'à 5% sur des billets d'avion ou des vacances. Ça dépend complètement de la carte. Mais d'une manière générale, dans beaucoup d'institutions bancaires, si votre compte économie possède un montant, par palier, vous allez avoir des avantages différents. Admettons que vous ayez, de base, c'est à peu près ça, 1% de cash reward sur vos dépenses en nourriture et 3% sur vos dépenses de gaz, d'essence, eh bien, si votre compte est à 25 000 $ dessus, ce que vous aurez cumulé à la fin du mois sera majoré de 25%. Donc je m'explique, je donne un exemple. Je prends ma carte de crédit, tout le mois j'ai fait mes courses, tout le mois j'ai pris de l'essence, etc., etc. J'ai cumulé, et à la fin du mois j'ai cumulé 50 $. Donc j'ai cumulé 50 $. Eh bien, si mon compte économie est à 25 000 $, la banque va majorer les 50 $ que j'ai générés en cash reward de 25%. Donc, elle va me donner 10 $ de plus. Si mon compte a 50 000 $, elle va augmenter le cash reward que j'ai généré au cours du mois de 50%. Et si mon compte a 100 000 $, elle va augmenter le cash reward de 75%. Alors, vous pouvez faire des versements automatiques sur votre carte, sur votre saving account, pardon. C'est un moyen de mettre de l'argent, mais vous pouvez faire aussi des versements ponctuels. L'argent, il reste disponible. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur votre compte économie
il reste disponible. Donc que vous fassiez des virements automatiques tous les mois ou que vous le fassiez au fil de l'eau, ou les deux d'ailleurs, petit à petit vous le remplissez, vous mettez des économies de côté. Cet argent reste disponible, il n'est pas bloqué. Mais faites attention car la plupart du temps vous êtes limité à 3 retraits. Et si jamais vous dépassez ces 3 retraits dans le mois, la banque va automatiquement retransformer ce compte économie en compte courant. Compte économie en plus est un peu plus rémunéré que les comptes traditionnels. Ça reste très léger, mais bon, je vous le dis quand même. Voilà, il est légèrement rémunéré. Ça dépend des banques, je ne vais pas m'engager sur un montant, mais c'est quelques dollars sur potentiellement même quelques centaines, quelques milliers ou centaines de milliers que vous pourriez avoir. Ce compte est protégé en étant garanti par le gouvernement jusqu'à 250 000 $, même si l'institution qu'il détient fait faillite. Donc, si vous avez peur et que vous avez des montants supérieurs à cela, bien évidemment, vous pouvez scinder et mettre 250 000 $ au sein de différentes banques. Donc, voici les avantages et la description des deux comptes principaux aux États-Unis. Alors, maintenant, on a parlé de deux autres choses. On a parlé cette fois des cartes. On a parlé des cartes de débit et des cartes de crédit. La carte de débit, c'est la carte que vous connaissez, la carte traditionnelle que l'on aurait tendance à décrire en France comme la carte bleue. Vous faites un paiement et il y a un débit instantané sur le compte. Alors je sais que parfois elles sont à débit différé, mais en tout cas c'est une carte de débit. Attention aux abus de langage parce qu'en France on dit aussi carte de crédit. Alors que ça n'est pas une carte de crédit, c'est une carte bleue, c'est une carte à débit instantané. Voilà, retrait instantané. Elle est à puce ou sans puce selon les institutions, mais ces dernières années, il y a de plus en plus de cartes à puce. La puce, je rappelle, sur les cartes, c'est une invention française. Alors, elle fonctionne avec un numéro, comme on l'a également en Europe, un PIN number. Et vous pourrez le choisir la plupart du temps dans les institutions financières. Ça, c'est sympa, ça aide à s'en rappeler, contrairement à l'Europe où vous recevez votre carte avec le numéro qui est lié. Et si vous ne vous en souvenez plus, vous êtes coincé. Moi, ça fait des années que j'ai le même parce que je l'ai choisi. Et à chaque fois, même quand je change de carte, je peux remettre celui que je veux. Alors, évitez de l'utiliser pour des paiements en ligne. Je vous avais donné cette petite explication et cette petite astuce lors de la présentation sur le vocabulaire américain. Je m'étais un petit peu emporté là-dessus et je vous avais donné cette explication. En fait, lorsque vous faites des paiements en ligne sur des factures, souvent, vous allez avoir 3%, en moyenne 2,3%, 2,75% de convenience fee. D'accord, c'est des frais pour traduire de praticité. Et donc, faites bien attention parce que sur tous ces systèmes de paiement en ligne, vous avez quasiment toujours la possibilité de payer par e-check. Et je l'avais expliqué à l'époque, ce e-check, c'est un chèque virtuel. Finalement, ce n'est que rentrer vos coordonnées, les coordonnées dont on a parlé précédemment ici, votre numéro de compte et votre numéro de routage. Vous rentrez votre nom, prénom, la banque, le numéro de compte, numéro de routage, et c'est fini, plutôt que de rentrer votre numéro de carte. Et ça, c'est un e-check. Et là, les convenience fees disparaissent. Donc, vous voyez là, ça, c'est quelque chose que vous devez faire souvent quand vous allez payer votre électricité, votre eau, vos poubelles, etc. Donc là, rien que sur cette petite astuce, vous allez économiser des dizaines, des centaines de fois parce que vous paierez plusieurs fois par mois des sujets. Rien qu'avec cette astuce-là, vous allez économiser, même si c'est 3, 4, 5, 10, 12, 20, même le jour où vous payez votre taxe de propriété si vous êtes propriétaire ici. Si vous avez une taxe de propriété à 3 000 $, vous allez payer 100 $ quasiment de convenience fee. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce qu'il faut garder en tête. Le e-check ou chèque électronique n'est ni plus ni moins que les coordonnées bancaires de votre compte, je viens de vous le dire. Ne retirez pas d'argent dans un ATM qui soit dans une autre banque que la vôtre, ou dans des magasins ou dans des centres de loisirs parce qu'il y a des frais. Alors ces frais vous sont indiqués avant de valider la transaction, mais par exemple c'est souvent 3 $. On n'est pas très habitué parce qu'en Europe, si on va dans un retrait, on va dans un distributeur d'argent qui soit d'une banque concurrente, il n'y a pas de frais. Et bien là, alors je crois qu'il y a des exceptions, mais on va dire d'une manière générale, en tout cas, il n'y a pas de frais. Là, vous avez des frais et c'est souvent par exemple 3 $ à la transaction. Donc si jamais vous êtes obligé de le faire, deuxième astuce, ne vous amusez pas à retirer 20 $, et puis une heure après à retirer 20 $, parce que chaque fois vous allez avoir 30 $. Prenez un montant supérieur, prenez même au-delà de ce dont vous pensez avoir besoin, puis vous les remettrez sur votre compte plus tard. Ne multipliez pas les opérations. Les retraits dans les ATM, ils sont souvent plafonnés à 800 $, voire 500 $ dans les distributeurs bancaires traditionnels, et plutôt 300 $
lorsqu'il s'agit de plateformes de retrait qui ne sont pas dans des banques, mais plutôt dans des centres de loisirs, dans des magasins ou dans des stations-service. Ok. En revanche, dépendamment de la banque, le montant peut être très conséquent. Ça, c'est plutôt pour une modalité de paiement. Avec une carte de débit, on peut payer parfois, selon les banques, plusieurs milliers de dollars sans aucun problème. Mais certaines banques verrouillent à 1500. Ça dépend vraiment de la banque. Mais là, il faut vous renseigner au moment où vous allez à la banque quelle est la limite sur le paiement par débit card. Mais il peut potentiellement ne pas forcément y en avoir en fonction de votre banque. Alors attention, selon le type d'achat et le montant d'achat, le PIN number, le numéro de carte, ce qui surprend souvent les étrangers, n'est pas forcément requis, demandé. C'est-à-dire que pour un petit paiement, si par exemple, je vous dis une bêtise, vous allez chez McDonald's et vous payez en debit card, la plupart du temps, elle va passer, l'hôte ou l'hôtesse va passer votre carte de débit dans la machine et le numéro ne vous est pas demandé. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de perdre sa carte aux États-Unis aussi. Donc en cas de perte, vous téléphonez pour faire annuler immédiatement la carte et la remplacer. Les cartes sont gratuites. La plupart du temps, en tout cas sur les débits de cartes, sur toutes les banques, les cartes sont gratuites. Et si vous n'êtes pas à l'aise, l'astuce c'est d'utiliser l'application bancaire. Vous avez une application bancaire chez toutes les grandes banques du pays, même les banques secondaires. Vous vous connectez et là, en tout cas chez toutes les grandes banques du pays, vous pouvez faire demander l'annulation et le remplacement de votre carte grâce à l'application sans avoir à parler à qui que ce soit. Alors la carte de crédit, là c'est complètement différent et là on rentre dans un autre monde et quelque chose qui est vraiment typique du système américain. Elle n'est liée à aucun compte, elle a sa propre ligne de crédit. Ligne de crédit, qu'est-ce que tu veux dire Fabrice? Là, comme je viens de le dire, elle n'est liée à aucun compte, elle a sa propre réserve d'argent et donc elle a un plafond. Donc c'est un peu ce que l'on appelle en France crédit revolving. Une carte avec une réserve d'argent et quand vous allez sur votre compte, quand vous rentrez sur votre compte internet, vous allez sur le site internet, vous rentrez dans le compte de votre banque, vous allez voir votre compte courant, vous allez voir votre compte économie, et vous allez voir normalement une autre ligne en bas qui est celle de votre carte de crédit, avec le montant que vous avez dépensé actuellement. Il faut l'utiliser partout tout le temps dans l'intérêt de faire monter votre score de crédit, ok? Mais vous le remboursez systématiquement dans le mois avec un simple transfert, c'est-à-dire que vous utilisez cette carte, vous payez. Le moment venu, une fois par mois, je réexplique tout ça dans le score de crédit. Il y a un moment donné où il y a la machine qui mouline par rapport à où vous en êtes et vous avez une échéance avec votre carte, fonction de quand vous l'avez eu, etc. Par exemple, moi, c'est le 23 de mémoire. Vous devez rembourser. Donc, vous remboursez, et je vous expliquerai quoi, comment, combien, la quasi-totalité dans le slide et la formation Credit Score, vous la remboursez, et comme on la rembourse, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, quand vous connectez à votre application bancaire, vous avez votre compte courant, votre compte d'économie, et la ligne qui correspond à cette carte de crédit. Vous dites simplement que vous voulez faire un virement du compte courant, ou éventuellement du compte de crédit, du compte économie, mais jusqu'à la carte de crédit. Vous remboursez, vous envoyez de l'argent pour le montant que vous aviez dépensé. Donc le but c'est quoi? Le but c'est que finalement vous n'arrêtez pas de payer à crédit et vous n'arrêtez pas de rembourser. Donc finalement vous êtes un bon consommateur et votre score de crédit il monte. On le verra en détail, en long, en large et en travers pendant une demi-heure, 3/4 d'heure le score de crédit. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les bons conseils là-dessus. Là on est sur la banque. Donc je m'arrête là sur ce sujet. C'est donc idéal que vous en obteniez une rapidement lors de votre arrivée plutôt que passer plutôt par votre banque en priorité. Il est possible d'avoir des cartes de crédit dans plein d'endroits différents, mais encore une fois, je vous l'expliquerai dans la formation Credit Score. L'idéal, c'est d'en demander une à sa banque parce qu'elle vous connaît, elle vous fait confiance, elle détient vos fonds, d'accord? Et donc, c'est vraiment avec eux que vous devez jouer le jeu dès le début. Je l'explique et je le réexplique aussi dans cette vidéo, mais si la banque vous la refuse, vous demandez une safe ou une secure credit card. C'est-à-dire que vous allez leur dire, ok, vous voulez pas m'en donner une. En général, si vous avez un bon montant d'économie sur votre compte économie, ils vous la donnent. Si vous la donnent pas, vous demandez ça. Ni plus ni moins, vous allez vous financer, c'est-à-dire que la réserve d'argent qu'il y a sur la carte, c'est vous qui vous la financez vous-même. Ça va être pris sur un de vos comptes et ça va être mis en réserve sur cette carte. Donc, ils ont eux aucun risque parce que vous travaillez avec votre propre argent. Mais l'avantage, c'est que vous possédez dès lors une carte de crédit. Ça, c'est un plus et on verra pourquoi, comment dans le Credit Score. Et vous commencez à travailler à crédit, et c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, rappelez-vous, flexibilité, adaptabilité mentale, vous n'êtes plus dans le système que vous connaissez, c'est le jeu qu'il faut jouer. Et vous verrez qu'il a des désavantages, mais il a aussi des désavantages, mais il a aussi
de gros avantages. Il en existe partout, toutes les banques en font même de multiples, et puis il en existe dans tous les magasins. Mais au départ, comme je vous l'ai dit, cantonnez-vous, et je vous réexpliquerai pourquoi et comment dans le Crédit Score, à celle de votre banque en priorité. Vous devrez attendre ceci d'avoir reçu votre score de crédit pour pouvoir la demander. Votre score de crédit, votre numéro de sécurité sociale, pardonnez-moi, votre SSN. L'acceptation de délivrance ainsi que le montant du plafond dépend de votre score de crédit et de vos revenus. Bien entendu, quand vous demandez une carte de crédit, il regarde un petit peu vos revenus, il regarde vos plafonds, etc. C'est pour ça que je vous disais au préalable que si la banque refuse de vous la donner en tant que nouvel arrivant, faites valoir vos économies sur votre compte économie. Normalement, en tant que nouvel immigrant et en arrivant et en créant ou rachetant une entreprise, vous avez quand même des fonds disponibles. Sinon, c'est que vous n'avez écouté aucun de mes conseils et que là, vous commencez déjà à être dans les ennuis. Mais vous avez encore des fonds disponibles, donc jouez là-dessus, et si ça ne marche pas, Secure ou Safe Credit Card. Ne sollicitez donc pas de carte de crédit dans tous les sens lors de votre arrivée, parce que vous verrez que ça va vous impacter négativement, et vous le reverrez en détail. Chaque mois, il existe une date à laquelle vous devez rembourser vos dépenses si vous voulez maintenir un bon taux de crédit, mais également ne pas payer d'intérêt. Parce que si vous ne remboursez pas en temps et en heure, vous allez être pénalisé. Donc du coup, vous allez perdre l'intérêt d'avoir monté ce schéma de carte de crédit. Il y a une deadline, comme je vous l'ai dit, moi par exemple c'est le 23, ça dépendra de vous, ça dépendra du moment où vous avez été délivré, ça dépendra de votre banque. D'accord ? Et si vous remboursez dans le mois, il n'y a aucun intérêt perçu sur les montants que vous avez dépensés. Si vous ne remboursez pas dans le mois, vous allez payer des intérêts. Donc là, ça n'a plus de sens. Pour résumer et pour faire très simple, vous avez la banque, vous êtes au milieu. À gauche, vous avez un compte chèque ou un compte courant. D'accord ? Vous avez un compte économie, et si vous avez une carte de crédit, une fois par mois au moins, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais ce n'est pas très utile, avant, vous recevrez un email qui vous dira que vous devez effectuer un paiement pour rembourser la carte de crédit. Et il vous dira, montant minimum, en général, n'est pas élevé. Montant minimum peut très bien être de quelques pourcents. Par exemple, vous avez consommé 1500 sur les 2000 que vous avez sur la carte. Il peut très bien vous dire que le montant minimum est de $30 à verser. Donc, vous faites un virement du compte chèque au compte à la ligne carte de crédit, tout simplement. Et vous faites de telle façon à rembourser l'essentielle partie. Je vous expliquerai quoi et comment et pourquoi dans l'application et dans la formation Crédit Score. Vous avez également la même structure qui est possible à droite, puisque vous allez être un professionnel, vous allez avoir votre entreprise. Votre entreprise qui porte un certain nom aura également un professional, un checking account. Vous aurez la possibilité sans obligation de faire également un professional saving account, et éventuellement, même si là c'est plus dur, en général il faut un peu de recul dans votre activité, demandez à la banque une carte de crédit professionnelle. C'est le même schéma. J'espère que c'est plus clair. C'était dans la structure assez simple, mais on commence déjà à voir des petites différences par rapport à l'organisation en termes de carte de crédit, carte de débit. Formation suivante.